Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Jument Verte. Il s'agit d'un roman de Marcel Aimé, écrit en 1933. Nous sommes dans le village de Claquebut et nous nous intéressons surtout à deux familles ennemies depuis longtemps, les Audouin et les Malaurais. Jules Audouin est maquignon et a 3 fils. Il y a Alphonse qui fait son service militaire, il y a Honoré qui est marié à Adélaïde, et il y a Ferdinand qui est encore à l'école dans le but de devenir vétérinaire. Chez Jules Audouin naît une jument verte. Cela amène beaucoup de monde chez lui, même l'empereur vient voir sa jument. Grâce à cet événement, M. Audouin devient plus riche. Un peintre vient chez lui pour peindre sa jument. Le tableau sera confisqué après que Madame Audouin ait surpris la bonne avec le peintre. La jument verte meurt 2 ans plus tard. Par contre, la peinture qui est affichée chez Audouin continue à nous raconter l'histoire de la famille. La jument peinte dit avoir connu 4 générations d'Audouin, et ce pendant 70 ans. Pour des raisons d'égalité testamentaire, M. Audouin donne le tableau de la jument verte à Ferdinand, car il a trop avantagé la famille d'Honoré. Ferdinand devient vétérinaire et se marie à Hélène Brochard. Il a 3 enfants, Frédéric, Antoine et Lucienne. Honoré, lui, a 5 enfants. Il y a Juliette, Alexis, Ernest, Clotilde et Gustave. Après la mort de M. Audouin, Ferdinand, le vétérinaire, réussit sa vie. Honoré est un mauvais maquignon. Il perd de l'argent et abandonne son métier pour devenir cultivateur. Par souci financier, il vend la maison à son frère Ferdinand. Alphonse dilapide son héritage. Alphonse est laissé de côté, on s'intéresse surtout à Ferdinand et à Honoré. Ferdinand ne comprend pas pourquoi, après tant d'années, Honoré en veut encore à Zef. Honoré lui explique que lors de la guerre franco-prussienne, des Prussiens sont venus dans leur village. Honoré et un autre garçon, qui était franc-tireur, se sont cachés chez la mère d'Honoré. Zef les a vus passer pour aller dans cette maison, et quand les Prussiens sont venus pour lui poser des questions, Zef les a dénoncés. Honoré et l'autre garçon se sont cachés sous le lit et les Prussiens sont entrés dans la maison. Un sergent a abusé de la mère sur le lit, alors que les 2 garçons étaient en dessous. Le problème actuel est que Zef veut devenir maire. Le vétérinaire veut que cela se réalise par intérêt, car il pense que cet homme pourra faire quelque chose pour son fils. Honoré ne veut pas qu'il devienne maire à cause de l'histoire du Prussien avec sa mère. Le vétérinaire écrit une lettre à son frère pour lui dire qu'il viendra dimanche et aussi pour lui exposer ses idées politiques et l'histoire de leur mère avec le Prussien. Le facteur du village, Déodat, vient apporter cette lettre à Honoré, mais en se battant avec d'autres enfants, son sac s'ouvre et les lettres tombent. On dit que Tintin Malaurais a pris la lettre. Le dimanche, la famille du vétérinaire va voir Honoré. Quand ils arrivent, le vétérinaire s'aperçoit qu'Honoré n'a pas reçu la lettre et il en est tout retourné. Les enfants des 2 familles se chamaillent, ce qui dégénère en une dispute entre Honoré et le vétérinaire. Ils ne se calment qu'avec la venue du facteur qui évoque un souvenir de leur père. Frédéric et Juliette en profitent pour s'en aller dans la grange. Elle n'est pas intéressée par les avances de Frédéric et elle lui dit qu'elle est amoureuse de Noël Malaurais. Le facteur les informe que Marguerite Malaurais revient au village quelque temps après avoir travaillé à Paris. Ernest, lui, revient de son service militaire. Juliette dit à sa famille qu'elle veut se marier avec Noël, ce qui met sa famille dans tous ses états. Quand ils sont partis chez les Malaurais, Clotilde remet à Juliette la lettre qu'elle a cachée sous la cloche de la pendule. Le vétérinaire demande à son frère d'accueillir Valtier, qui est député, et sa maîtresse, qui est en fait Marguerite.
Le vétérinaire veut qu'il vienne chez Honoré car il en attend des effets bénéfiques pour Frédéric. En allant chez Marguerite, Juliette commence à se faire abuser par Noël et son père, bien que la relation soit ambiguë. La venue du facteur fait tout stopper. Finalement, Marguerite reçoit une lettre. Le député ne viendra pas. Elle va tout de même chez les Audouin. Elle cherche à séduire le père, mais en voulant remettre la pendule à l'heure, elle tombe sur la lettre qu'elle passe à Audouin. Il n'a plus envie d'elle. La mère Audouin, qui avait vu la lettre lors d'un ménage, remarque que la lettre n'est plus à sa place. Honoré lui fait entendre que c'est peut-être Marguerite qui l'a prise. Au cimetière, les deux familles se rencontrent. Les Audouin reprochent aux Malaurais de coucher avec leur fille. Audouin va chez Zeph. Il met Zeph dans l'armoire et le fils Noël sous le lit. Il en profite pour coucher avec la femme de Zeph, qui n'est pas en désaccord avec ce fait. Une fois fini, Honoré sort la lettre devant sa famille. La période historique du roman s'étend de la fin du Second Empire à la période du boulangisme. Le récit est constitué de parties décrites par un narrateur omniscient et des parties correspondant au discours de la jument peinte, et qui commencent toutes par les mots, les propos de la jument. Ce roman est triplement une chronique. C'est tout d'abord une chronique familiale qui est centrée sur deux générations, celle de Jules Audouin et de ses trois fils, et aussi celle des deux fils de Jules une fois adultes, c'est-à-dire Ferdinand et Honoré, ainsi que les deux familles qu'ils ont construites. Ce roman nous explique les liens entre les personnages. Par exemple, il y a le grand-père qui adore sa petite-fille. Il y a des liens d'indifférence ou de mécontentement entre les personnages, ainsi qu'une évolution des liens qui varie au cours du temps. C'est également une chronique amoureuse. Il y a les amours entre les femmes et les maris, mais aussi des femmes et des maris qui cherchent ailleurs, chez les servantes, mais aussi avec des inconnus. Il y a également les enfants qui sont dans la découverte. C'est aussi une chronique sexuelle. On a une jument qui analyse les différences d'érotisme d'une famille à l'autre et aussi au sein d'une famille, les générations faisant différemment l'amour et les individus d'une même génération faisant différemment l'amour également. Les femmes sont insatisfaites de leur mari, certaines vont chercher ailleurs. Nous avons deux personnages qui sont différents, il s'agit d'Honoré et de Ferdinand. Ferdinand habite dans une ville ou du moins dans un grand village. Il retient ses pulsions et se sent coupable de coucher avec sa femme. Il est dur avec ses enfants, il voudrait qu'ils soient parfaits, il leur donne souvent des punitions. Ferdinand a de l'argent grâce à son métier et grâce aussi à sa radinerie. Il est toujours stressé, il fait des calculs pour bien se faire voir et en espérer des conséquences positives sur son fils. Il fait passer l'ambition avant son frère. Il oublie de là où il vient. Honoré, au contraire, habite à la campagne. Il est presque fidèle à sa femme, à part quelques incartades qu'il ne considère pas comme de l'adultère. Il aime sa femme malgré son manque de forme, il ne se sent pas coupable de sa sexualité, il en parle librement devant son frère alors que cela gêne ce dernier. Il laisse ses enfants vivre, il manque d'argent, la maison où il est appartient à son frère qui le lui rappelle souvent, il aime la nature, il aime là où il est, il aime aussi son travail. Honoré a une joie de vivre, et ce sans l'aide de Dieu, ce qui ne contente pas le curé. Ce livre est également une fenêtre sur le monde paysan de l'époque. Ce monde n'est pas encore entièrement industrialisé. Par exemple, il y a quand Juliette et son père broient le blé. Il s'agit également d'un travail difficile. Le travail est long, pénible quand il fait chaud, si bien que quand le travail est trop harassant, les maris ne couchent plus avec leurs femmes. On a des querelles qui vont d'une génération à l'autre, qui n'a pas d'explication initiale, qui n'a pas de fautif initial, et c'est une querelle qui n'a pas de fin. Les uns auront toujours quelque chose à reprocher aux autres, que cela soit réel ou non. C'est une haine qui s'alimente toute seule. La méfiance et la colère envers l'autre famille poussent la famille à l'épier dans tous ses actes et à interpréter certaines choses, ce qui amène la colère et la jalousie.
Dans ce village, il existe des clans. Il y a une frontière bien lisse en fonction de la famille d'appartenance. Toute porosité est interdite. Un membre de la famille ne peut pas devenir ami et encore moins amoureux avec un membre de l'autre famille. La division touche également la politique puisqu'il y a les républicains qui font face aux cléricaux, qui eux veulent un retour de la monarchie. Il y a des problèmes également dans les familles. Les membres s'envoient souvent des piques. Par exemple, Ferdinand rappelle à Honoré qu'il est chez lui. Il y a également le fait qu'on accuse la famille d'Honoré de mettre de l'eau dans le vin. Mais personne ne se laisse faire face aux critiques. Dès qu'un témoin extérieur vient, par exemple le facteur, les membres de la famille font comme s'ils étaient soudés. La jument verte nous raconte ce qu'elle voit de cette famille jusqu'à ce qu'elle parte dans différentes expositions. Elle nous dépeint la famille déjà avec exactitude, elle fait des comparaisons entre les différentes générations, elle est un témoin sans que personne le sache, elle comprend les personnages et elle n'en blâme aucun, elle analyse psychologiquement les personnages, elle rétablit la vérité. Par exemple, elle dit la vérité quant au viol du Prussien, durant lequel la mère Audouin n'était pas tout à fait en désaccord. La jument est fière de ce qu'elle fait depuis des générations. On est dans un monde où tout le monde surveille tout le monde. Il y a le tableau qui surveille la famille Audouin et le curé qui surveille les gens grâce aux confidences des habitants. Il y a les familles rivales qui, entre elles, cherchent toujours à savoir ce que l'autre fait. Les membres d'une famille sont presque plus au courant de ce qui se passe dans l'autre famille que dans la leur. Au village de Claquebus naquit un jour une jument verte, non pas de ce vert pisseux qui accompagne la décrépitude chez les carnes de poil blanc, mais d'un joli vert de jade. En voyant apparaître la bête, Jules Audouin n'en croyait ni ses yeux ni les yeux de sa femme. « Ce n'est pas possible, disait-il, j'aurais trop de chance. » Cultivateur et maquignon, Audouin n'avait jamais été récompensé d'être rusé, menteur et grippe-sou. Ses vaches crevaient par 2 à la fois, ses cochons par 6, et son grain germait dans les sacs. Il était à peine plus heureux avec ses enfants, et, pour en garder 3, il avait fallu en faire 6. Mais les enfants, c'était moins gênant. Il pleurait un bon coup le jour de l'enterrement, tordait son mouchoir en rentrant, et le mettait sécher sur le fil. Dans le courant de l'année, à force de sauter sa femme, il arrivait toujours bien à lui en faire un autre. C'est ce qu'il y a de commode dans la question des enfants, et, de ce côté-là, Audouin ne se plaignait pas trop. Il avait 3 garçons bien vifs, et 3 filles au cimetière, à peu près ce qu'il fallait. C'était une grande nouveauté qu'une jument verte, et qui n'avait point de précédent connu. La chose parut remarquable, car, à Claquebus, il n'arrivait jamais rien. On se racontait que Maloret dépucelait ses filles, mais l'histoire n'intéressait plus. Depuis 100 ans qu'elle courait. Les Maloret en avaient toujours usé ainsi avec leurs filles. On y était habitué. De temps à autre, les républicains, une demi-douzaine en tout, profitaient d'une nuit sans lune pour aller chanter la carmagnole sous les fenêtres du curé et beugler à bas l'Empire. À part cela, il ne se passait rien. Alors on s'ennuyait, et comme le temps ne passait pas, les vieillards ne mouraient pas. Il y avait 28 centenaires dans la commune, sans compter les vieux d'entre 70 et 100 ans qui formaient la moitié de la population. On en avait bien abattu quelques-uns, mais de telles exécutions ne pouvaient être que le fait d'initiatives privées, et le village, sommeillant, perclus, ossifié, était triste comme un dimanche au paradis.